1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Bonjour et bienvenue sur ce live. Nous sommes en direct de La Source, la médiathèque de Saint-Lô. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour continuer le rapport du Césaire. Je suis bien évidemment accompagné des personnes du Césaire, Martine Louveau et Jocelyne Ambroise. Bonjour à vous. Est-ce que votre soirée s'est bien passée hier ? Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, la soirée s'est très bien passée. Elle a été très riche pour nous. Le rôle de nos travaux, c'est de bien pouvoir les porter, les faire connaître. Et on remercie la mission locale de cette superbe initiative qui nous permet de porter à la connaissance de toutes et tous. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé autour de ce rapport. Donc rien que pour ça, merci à toute la mission locale. Merci à tous les jeunes et à ceux qui vous encadrent. Mais de rien. Oui, je vais compléter ce que vient de dire Jocelyne. Merci aussi à tous ceux qui étaient là hier soir, à toutes celles qui étaient là hier soir aussi. Et puis, je crois qu'on a pu avoir des échanges avec, alors peu avec les jeunes hier soir, mais on a eu des échanges avec beaucoup d'élus, avec beaucoup de personnes, de participants qui étaient dans la salle. Donc ça, c'est très bien. Merci à vous tous et à la mission locale. Mais de rien. Et maintenant, je vais présenter mes invités d'aujourd'hui. Je vais commencer par Katia Lefebvre, directrice de l'Amado. Bonjour à vous. Bonjour. C'est quoi l'Amado ? Allez, moi j'ai eu la chance d'être là hier aussi, donc j'ai passé une soirée très enrichissante et très intéressante et vraiment bien animée. Enfin, c'était un plaisir et beaucoup d'intérêt. Alors la Maison des Adolescents, on est partenaire des missions locales. Il y en a partout en France et celle de la Manche que j'ai la chance de diriger, nous avons comme mission principale, c'est d'accueillir les jeunes de 11 à 25 ans avec ou sans autorisation parentale pour les mineurs, pour venir rencontrer un professionnel spécialiste de l'adolescence pour exprimer tout ce qui est complexe, compliqué, qui les inquiète, qui prend la tête, qui les met en colère, pour eux-mêmes ou pour leurs amis ou pour leurs parents. Mais nous accueillons aussi les parents ou l'entourage d'un jeune qui peut aussi venir pour comprendre ce qui se passe par rapport à un jeune. Donc nous, on est un espace à votre service qui est gratuit, qui est confidentiel. Et comme je vous dis, sur tout le département, on a la chance d'être sur 17 lieux sur le département de la Manche pour être au plus près des jeunes. Et j'ai vu que dans le rapport, la notion de mobilité a été beaucoup mise en avant. Donc on a essayé de répondre de cette manière-là. D'accord, merci. Nathalie Kozinski, directrice de l'association La Parenthèse Verte. Bonjour à vous. Bonjour. C'est quoi la Parenthèse Verte ? La Parenthèse Verte, c'est une jeune association qui a un peu plus de 2 ans, d'insertion sociale et pré-professionnelle, qui propose une ferme à but pédagogique et thérapeutique comme support de remobilisation et d'inclusion, donc à destination des jeunes et des personnes en fait de tout âge qui, pour des raisons très diverses, se retrouvent à un moment en marge de la société et qui ont besoin d'un lieu ressourçant et sécurisant pour reprendre confiance en elles et retrouver les habitudes de côtoyer d'autres personnes. D'accord, merci. Et monsieur Alexandre Folliot, coordinateur jeunesse à la Ligue de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à la Ligue de l'enseignement ? Alors, à la Ligue de l'enseignement, je suis, donc, comme vous l'avez dit, coordinateur départemental jeunesse. Donc, concrètement, ça veut dire que je vais aider, accompagner des villes, des territoires, des communautés de communes à réfléchir à leur politique jeunesse, c'est-à-dire à ce qu'ils veulent pour les jeunes de leur territoire et les moyens, les actions qu'ils envisagent de mener pour leurs jeunes, d'accord ? Et donc moi, mon accompagnement, c'est d'aider les élus et les professionnels qui sont sur place à réfléchir à tout ça, à mettre en œuvre leurs actions et leurs moyens, et de leur apporter des ressources, c'est-à-dire des réflexions, des études, des conseils qui vont les aider, les accompagner dans cette réflexion-là. D'accord. J'aurais une question pour vous, monsieur. D'après le rapport du Césaire, il préconise la mise en place d'un programme d'action citoyen dans les lycées. Comment allez-vous faire concrètement ? Alors, moi concrètement, directement,
pas grand-chose parce que je travaille pas forcément directement avec les lycées. Par contre, oui, il serait peut-être nécessaire de faire des choses avec les lycées, en sachant que les lycées font déjà beaucoup de choses. On parle des lycées, mais c'est pas que les lycées, ça peut être les MFR, ça peut être les collèges également. Aujourd'hui, on observe, dans les lycées, il y a différentes instances dans lesquelles les jeunes peuvent participer, les lycées ou les collèges. Que ce soit alors les choses un peu formalisées suite à des crises avec des lycéens, ou des instances, les lycéens par exemple peuvent faire partie du conseil d'administration dans les lycées. Donc il y a toutes les organisations dans lesquelles les jeunes peuvent avoir une place au sein même des établissements scolaires. Aujourd'hui, moi ce que j'observe, c'est que dans certains établissements, peut-être beaucoup d'établissements, mais je n'ai pas des chiffres, donc je ne vais pas me permettre de citer, de dire que c'est général. Ces instances-là, dans lesquelles les jeunes peuvent avoir une place, alors les jeunes les occupent, ces places-là, ils sont présents au conseil d'administration, ils sont présents dans les commissions éducatives, ils sont présents dans les commissions disciplinaires, mais est-ce qu'ils sont suffisamment préparés à ce rôle-là? Et est-ce que les adultes, donc le corps enseignant ou le corps administratif des lycées, des collèges et autres, leur laissent suffisamment de place dans les décisions, dans les discussions? Donc il y a peut-être ce travail-là à faire aussi, à la fois un travail d'accompagnement des jeunes à ce qu'ils prennent leur place dans ces instances-là, et d'accompagnement des adultes qui sont également présents dans ces instances-là, à laisser de la place aux jeunes. Donc déjà, par rapport à la question de la participation citoyenne des jeunes dans les lycées, il y a déjà cet aspect-là. L'autre aspect, c'est l'éducation en général des jeunes à leur citoyenneté, où il y a peut-être... parce qu'à un moment donné, ils vont sortir du lycée, quoi qu'il arrive, ils vont sortir du lycée, et ils vont exercer leurs droits, leurs devoirs de citoyens. Et il faut également les préparer à ça. Aujourd'hui, ça fait partie des programmes scolaires. Malheureusement, et je pense que c'est ce qui apparaît aussi dans le rapport, les heures qui doivent être consacrées à ça ne sont pas forcément suffisamment mises en œuvre. C'est pas forcément un exercice facile de faire cet enseignement-là. Et donc c'est souvent des profs un peu volontaires qui le font. Or aujourd'hui, il y a plein d'acteurs associatifs, notamment, qui ont une connaissance, une expertise, et qui savent en fait parler aux jeunes et qui savent sensibiliser les jeunes à la question de la citoyenneté. Et donc peut-être davantage faire appel à des acteurs extérieurs, soit pour intervenir directement auprès des jeunes, soit pour aider les enseignants à assumer cette fonction-là. D'accord. Du coup, mesdames, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit? Oui, justement, je voulais réagir parce que dans la capsule de vidéo qu'on a vue hier soir, que vous avez faite, il y avait notamment cet écriant, ce désintérêt pour la politique et le monde politique et l'éloignement, en fait, du monde que vous pensez être, vous, les jeunes, très loin de vos préoccupations. En fait, nous, ce qu'on dit dans le Césaire, c'est que on a bien noté qu'il y avait cet éloignement. On ne parle pas d'une éducation civique telle qu'on la connaissait à l'époque, il y a quelques années, mais plutôt d'un parcours citoyen avec un engagement citoyen. Et que cela compte dans un CV, que l'on puisse le mettre en valeur et valoriser toutes les actions qui sont faites par les jeunes. Parce que quand on est délégué de classe, quand on fait partie d'un conseil d'administration, ça figure pas et on n'a pas, c'est pas valorisé en tant que tel. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le mettre, de voir qu'un jeune puisse, dès le plus jeune âge, alors certes, l'étude porte sur les 18-24, mais on va bien au-delà de ça dans notre idée de parcours citoyen, c'est que cet engagement de tout au long de la vie, qu'on ait envie de donner aux jeunes de participer, c'est comme ça qu'ils participeront à la vie sociale et à leur engagement aussi dans le futur. D'accord. Pour compléter rapidement, si je suis tout à fait d'accord avec les deux interventions précédentes, mais moi ce que je dirais, c'est toutes ces structures-là, elles existent dans les lycées et les collèges, c'est dans les programmes, c'est partout, on doit le mettre en œuvre. Un, c'est pas facile à mettre en œuvre, et deux, ça demanderait beaucoup de préparation, comme Alexandre l'a dit, mais aussi de la pratique. Ça s'exerce, la citoyenneté. Pour moi, ça s'enseigne pas, ça s'exerce. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites peut-être tout de suite, là, de prendre l'exercice de parler, de faire parler les uns ou les autres.
c'est pas simple à faire. Et je crois que dans les écoles, les lycées, les collèges, on prend pas assez le temps de la préparation et de l'exercice, c'est-à-dire de la pratiquer. Un délégué de classe, si on le colle à tel endroit, il va y aller, mais si on lui laisse pas ni le temps ni l'espace pour qu'il s'exerce à parler, ben, il apprendra peu de choses et il aura le sentiment d'être inutile. Et ça, c'est un peu contre-productif, je trouve. Et dans la politique ou dans la vie politique telle qu'elle est exercée, j'ai l'impression que les jeunes ont le même sentiment. Si on ne les laisse pas pratiquer, et le temps de pratiquer ce que c'est que de parler, d'échanger collectivement pour se mettre d'accord, c'est quand même un sacré... C'est compliqué de se mettre d'accord, hein, parce que j'ai entendu hier soir, c'était Gaëtan, je crois, qui disait ça, mais beaucoup le disent, c'est les adultes, c'est beaucoup de blabla, mais pas d'action. Et ben, pour monter une action collective, utile à tout le monde, ben, il faut un peu de blabla. C'est ce que j'aurais envie de dire. Et pas n'importe quel blabla, mais il faut bien qu'on se mette d'accord, quoi. Et c'est ça qui est long et qui est compliqué. D'accord, merci. Je vais passer à une question pour vous, Madame Lefebvre. Concrètement, comment on crée une communication avec les jeunes pour les jeunes? Merci. Je vais être ministre. Ah là là, c'est vraiment pas évident parce qu'au niveau de notre travail à la maison des adolescents, on a encore beaucoup à travailler là-dessus. Moi, je trouve que l'exemplarité qui est donnée là au jour d'aujourd'hui est intéressante. On en a parlé hier de lâcher prise et de donner confiance aussi. Je pense à nous entendre là, je me posais la question si finalement on mettait pas un peu trop de choses au sein même de l'éducation nationale et qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se faire comme on le vit là en dehors, mais aussi quand on est, parce qu'un jeune n'est pas qu'un élève, n'est pas qu'un étudiant. Il y a plein de lieux de vie pour pouvoir avoir la parole, mais il faut que ce soit encadré. Donc concrètement, de mon point de vue, il y a absolument besoin de formation des encadrants, mais un vrai socle de formation solide, avec de l'expérience, une connaissance du public jeunesse, pour reprendre ce que disait aussi mon collègue tout à l'heure, réel, pour accepter de mettre en place des choses, de prendre des risques, pour que la parole soit vraiment mise en place et reconnue. Ensuite, il faut des moyens. Je dirais, on parlait de politique, ce sont des choix de mon point de vue politique. Quand je dis politique, ce n'est pas les partis politiques, c'est un conseil départemental, une structure qui laisse une place à tous les publics, dont les jeunes. C'est un choix qui doit être porté et d'en assumer les conséquences, c'est-à-dire de réussir, de ne pas réussir, comme nous tous. D'y mettre des moyens, ben, on voit ici, tout ça, ça fonctionne. Il y a des outils technique de grande qualité qui fait qu'on a les moyens de faire quelque chose de bien. Et c'est valorisant. Et de prendre le temps. Je pense qu'il faut accepter que ça prenne du temps et d'évaluer ensuite. Donc c'est une décision, je pense que c'est une décision à avoir, le fameux blabla dont vous parliez, c'est de se mettre d'accord sur cette décision et on y va, mais on se fait ça sur 1 an ou 2 ans. Et pour communiquer avec les jeunes, d'utiliser aussi les outils d'aujourd'hui, qu'on utilise tous, pas que les jeunes, et qui soient adaptés. Hier, on a vu un exemple très concret, une vidéo faite sur le support TikTok. Je veux dire, il faut être capable aussi d'utiliser les supports qui sont actuellement à tous les niveaux. Donc, sur cette question complexe, voilà ce que je pourrais modestement en dire. Merci. Que pensez-vous de ce qui a été dit? Je reprends ce qui est dans le rapport Césaire, quand on parle d'éducation aux moyens de communication. Pour les jeunes, parce qu'on ne peut pas croire que tout le monde, tous les jeunes n'ont pas un téléphone portable sur lequel ils puissent accéder à tout. Et puis connaître, enfin les former sur l'utilisation. Et ça depuis le jeune âge, hein, c'est pas valable que pour les 18-24. On disait hier, et c'est bon de répéter, que c'est pas la même chose que d'organiser un week-end entre copains, par le biais d'un téléphone, de SMS, de groupe WhatsApp ou autre, que d'aller chercher des informations sur Internet. Parce que pour nous, c'est compliqué. Et il y a tout plein quand même de... on a parlé aussi, bien après, de millefeuille administratif qui fait que, afin de trouver la bonne information, il faut aller chercher et puis vraiment s'en donner les moyens.
Internet, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, donc tout le monde n'a pas les moyens non plus d'avoir tout ce qui permet d'accéder à tout ça. Et puis, en ruralité, il y a encore beaucoup de zones blanches. Je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur de l'Internet et de la communication par Internet aussi facilement que ce qu'on peut penser. C'est pas tout à fait vrai. Donc, de l'éducation pour les jeunes sur les utilisations des moyens qui existent, mais également au niveau des accompagnants de la jeunesse, de tous ceux qui travaillent autour. On le disait encore hier, c'est que il y a tellement de mesures organisées pour les jeunes. Je crois qu'on a regardé, il y en avait à un moment plus de 500, et puis en regardant la fois d'après, il y en avait 530. Donc il y a tellement de mesures qu'il est difficile, y compris pour les professionnels, en tout cas c'est ce que nous ont dit les missions locales que nous avons rencontrées, que, y compris pour les professionnels, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc il y a quand même moyen qu'à un moment, les choses soient un peu simplifiées pour que les acteurs de la jeunesse puissent s'y retrouver et que les jeunes puissent accéder aux informations. D'accord. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut aussi que les adultes et que les instances acceptent d'associer les jeunes à la communication. Quand les adultes font de la communication, ils font de la communication d'adultes. Ils ont beau faire tout plein d'efforts pour essayer de communiquer envers les jeunes, ce ne sera jamais la communication, je veux dire, de père à père, c'est-à-dire d'âge à même âge. Et il faut qu'on travaille ensemble avec les jeunes pour faire comprendre ce que nous, on voit quand on fait un rapport ou ce qu'on voit quand on est plus adulte ou qu'on a travaillé dans des structures plus compliquées. Mais il faut ce que je disais hier soir, c'est du dialogue incessant entre les générations, entre les structures et les plus jeunes, pour qu'on puisse se comprendre et parler une langue commune, un peu. Sinon... D'accord. Si je peux me permettre, c'est un aspect qui va tellement vite et effectivement s'appuyer sur les jeunes, c'est aussi garantir on va dire, d'utiliser l'outil de communication le plus efficace et le plus actuel utilisé par les jeunes. Souvent, on va utiliser des outils un cran en retard, alors que l'usage n'est plus forcément l'usage le plus répandu dans le public que l'on cible. On a commencé à communiquer sur Facebook alors que plus personne n'était sur Facebook, par exemple. Enfin, il y a encore beaucoup de monde sur Facebook, mais en fonction de l'âge, ma génération était plus sur Facebook en tant que jeune que la génération actuelle. Donc c'est la nécessité de s'appuyer sur des jeunes pour être déjà au minimum au courant des outils de communication les plus efficaces me paraît nécessaire. Moi, il y a quand même quelque chose qui me fait dire qu'il y a beaucoup d'informations que tout le monde a aujourd'hui. Que la communication soit efficace et bien ciblée ou pas, chacun, jeune ou moins jeune, on a énormément d'informations. Tout le monde cherche à communiquer auprès de nous. Aujourd'hui, je pense, mais je pourrais... peut-être une discussion qu'on va avoir, qu'on est noyé sous la communication et noyé sous les informations, d'autant plus quand il y a 530 dispositifs différents et que chacun d'entre eux essaie de communiquer avec nous. Une communication ciblée et efficace, c'est pas forcément une communication, pour moi, qui est forcément visible, mais qui est visible au moment où au moins on en a besoin. Et au moins si une personne, un prescripteur en quelque sorte, peut nous la transmettre. C'est-à-dire que demain, j'ai 14 ans. Si on communique avec moi sur le service civique, aujourd'hui, le service civique, à 14 ans, je m'en fiche. Parce que je ne peux pas être concerné à 14 ans. D'accord ? Donc on va me passer une communication sur le service civique à 14 ans. Concrètement, c'est dans 2 ans. 2 ans, quand on a 14 ans, c'est énorme. D'accord ? On peut faire un service civique qu'à partir de 16 ans. Or, à 16 ans, est-ce que cette communication sur le service civique, je l'aurai de la même façon. Donc c'est peut-être réfléchir au moment où quel prescripteur, quelle personne va pouvoir me communiquer l'information au moment où je vais en avoir le plus besoin. Un prescripteur qui aura fait le tri des informations les plus pertinentes. Donc pour moi, c'est à la fois avoir une communication plus efficace avec des outils plus adaptés, en associant les jeunes, et de l'autre côté,
insister auprès des personnes qui peuvent renseigner les jeunes en faisant un élagage, un tri et en évitant la surcharge de dispositifs, de manière à ce qu'au moment où moi, en tant que jeune, j'en aurais le plus besoin, on me présente le dispositif correspondant soit à mon âge, soit à mon statut, etc. D'accord. Est-ce que dans le public, il y a des questions sur ce qui a été dit? Non. Ou... Question derrière. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, alors ma question c'était, tout à l'heure vous parliez du constat que faisait un jeune sur les adultes, c'est beaucoup de blabla et pas d'action. D'accord, donc du coup c'est bien de blablater sur une mise en action de la citoyenneté des jeunes. Pour vous, ça passerait par quels moyens, quelles actions? Vous parliez qu'il y avait les canaux de communication qui étaient importants. Mais concrètement, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est aux jeunes de se mettre en action ou est-ce que c'est la mise en place de politiques envers la jeunesse qui ont besoin d'être faites de la part de notre gouvernement ou de nos autorités régionales? Pour vous, c'est à qui est la balle est dans quel camp? Je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce qui aujourd'hui on voit dans tous les enjeux liés au dérèglement climatique, à se dire qui doit bouger en premier. Et on a ce fameux triangle de l'inaction. Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est aux individus? Est-ce que c'est aux entreprises? Et finalement, on est dans un schéma où tout le monde se renvoie la balle. Donc j'aurais envie de dire, c'est à tout le monde de bouger à sa mesure et à surtout personne d'attendre que l'un bouge en premier. Et de se dire que c'est pas parce que l'un ne bouge pas que ça veut dire que ça ne sert à rien d'essayer de faire des choses à sa mesure, tout en acceptant que moi, en tant qu'individu, mon pouvoir d'action sur la cité et sur le global sera bien sûr assez minime. Mais ça vaudra quand même quelque chose. Et si ça ne peut faire que toucher que quelques personnes autour de moi, on minimise un peu trop le pouvoir d'une graine qui commence à se ressemer toute seule et qui fait des petit à petit. Et en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut voir avec la parenthèse verte à notre échelle, à notre toute petite échelle, c'est que se mettre en action, finalement, peu importe les résultats qui vont être obtenus, c'est ça qui va donner du sens et qui va donner envie de continuer à passer à l'action. Et si je peux me permettre par rapport à comment faire une place, en fait, aux jeunes, je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que on attend, je pense, beaucoup de vous très très rapidement, parce que malgré tout, dans tout le système actuel, jusqu'à 18 ans, vous êtes considérés comme des enfants. Et puis d'un seul coup, à 18 ans, c'est ça y est, t'es adulte. Donc, et il y a tout un processus de responsabilisation, d'autonomie, qui ne s'improvise pas, qui demande du temps. Vous demandez également, du jour au lendemain, d'oser vous exprimer dans des situations où malheureusement on n'est pas des humains entre humains, où vous êtes face à des adultes qui sont en posture d'autorité, dont on sait aujourd'hui, enfin on sait que ça va inhiber, hein, on a un complexe de légitimité, mais je suis qui moi, du haut de mes 18, 24, je vous rassure, même à 50 ans ou à 60 ans, il y en a encore qui considèrent qu'ils ne sont pas encore assez, mais comment j'ose utiliser ma voix et en tout cas, nous, à la parenthèse verte, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'accompagner toutes les personnes en fait, qui aujourd'hui ne se considèrent pas assez, quoi que ce soit, pour avoir, pour que leur voix compte, pour leur faire comprendre que, ben si, en fait, peu importe ce qu'elles ont à dire, peu importe d'où elles viennent, dire leur expérience, la partager, faire ce qui leur semble juste, dans un souci du bien commun, en fait, ça vaut le coup. Donc finalement, c'est peu importe comment et à quoi ça mène, essayez, et puis on verra bien ce qui marchera. Donc, du coup, alors, c'est le constat que vous faites et c'est le constat que j'ai eu moi de mon côté en étant jeune, c'est qu'il y a un problème de transition entre le statut d'enfant, comme vous disiez, au statut d'adulte. Et vous parliez aussi également qu'il faut sortir le jeune de son statut d'élève ou d'étudiant
car là aussi, il n'y a pas de transition entre l'étudiant et le salarié ou le demandeur d'emploi. Est-ce que, du coup, Nathalie, tu as créé une association qui aide à ça. Est-ce que tu penses, et vous deux autres aussi, vous pensez qu'il serait possible de créer une espèce de structure intermédiaire entre, pour les jeunes qui ont besoin vraiment oui, c'est ça, d'une structure de transition entre leur statut d'enfant, élève, étudiant, au statut d'adulte. Parce que pour certains, c'est faisable, ils sont accompagnés par leurs parents, pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce genre de structure? Parce que la mission locale, ça y ressemble, mais c'est pas non plus... c'est vraiment territorial, c'est pas à échelle nationale. Le structurer, sous la forme d'une structure, peut-être, je sais pas, mais à vous donner l'occasion à des jeunes, des citoyens en devenir ou des personnes qui vont rentrer dans la vie active, d'avoir une césure entre la fin des études éventuelles et l'entrée dans la vie active avec un travail, un logement stable, une famille qui se construit, etc. C'est des choses qui existent déjà en fait. Pas forcément en France, mais c'est des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que dans d'autres pays européens, il est accepté et même encouragé le fait à la fin de ses études de partir ailleurs, de construire son expérience personnelle, son expérience de citoyen, et de construire cette expérience-là, et cette expérience-là va aussi servir après sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie de citoyen, si jamais il y a un retour au pays derrière. Donc c'est des choses qui aussi construisent et puis qui sont aussi formateurs, parce que partir par exemple dans un pays étranger, quand on est jeune Suédois par exemple, aller venir en France, c'est aussi se confronter à la réalité administrative par exemple de la France, et donc à un moment donné, quand on doit vivre, quand on vient d'un pays étranger, il faut bien trouver des solutions. Donc c'est aussi une expérience formatrice quand on sera de retour à son pays d'origine. Donc c'est pas structuré, je pense, tel que vous l'entendez, d'un organisme qui existerait, qui permettrait de faire ça, mais l'expérience, elle est possible. Et du coup, vous pensez que ce système dont vous parlez, qui existe dans d'autres pays, est-ce que c'est possible de le mettre en place chez nous? Je peux peut-être... je n'ai pas la réponse, mais moi je fais une différence entre les mots. Je ne parle pas d'enfants adultes, je parle de mineurs et de majeurs. Avant 18 ans, et comme si les baguettes magiques à un jour près, paf, on a toutes les responsabilités sur le dos. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de parler de jeunesse ou d'adolescence. C'est un processus physiologique qui se construit jusqu'à 25 ans. Et ça, je trouve c'est important que l'ensemble des habitants vraiment le sachent et le maîtrisent en tant que tel. C'est pas pour rien qu'il y a cette transition-là. Et pour répondre à votre question de structuration, je pense qu'il y a plein de choses qui existent déjà qui sont peut-être pas assez connues et reconnues, et qu'il faut peut-être qu'on modifie la manière de faire pour qu'elles se rendent accessibles. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans, depuis déjà quelques années, commencent à s'autoriser à faire ce que tu décris, et le regard de certains adultes ne le fait pas de manière aussi... n'arrive pas à analyser ça comme une expérience, mais comme ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne s'engagent pas. Comment ça, on leur a payé des études pendant 5 ans, ils se barrent après? Or, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils expérimentent, où ils retrouvent du sens. Combien de jeunes ont suivi un parcours de formation ou autre aussi parce que, pour plaire à un tel, pour répondre à ceci, cela. Et grâce au fait que je trouve que maintenant la jeunesse est de plus en plus éduquée, de plus en plus avec un sens critique, vous avez une capacité d'analyse, je trouve, très importante, peut-être beaucoup plus de conscience de plein de choses que, en tout cas moi, je me rappelle, j'en parle avec mes amis de les cinquantenaires, désolé, on avait peut-être un peu moins de la société, peut-être un peu moins ses préoccupations. Et du coup, on se posait moins de questions. C'était ni mieux ni moins bien, c'était ainsi. Mais moi, je vois autour des jeunes que nous avons et des enfants aussi que j'ai, ils se questionnent beaucoup sur le sens.
sur l'intérêt. Là, tu as dit des termes comme faire une famille. Bah, beaucoup se disent, mais pourquoi faire une famille? En faire une, pas une? C'est des vraies bonnes questions, je trouve, en tant que telles, et de cheminer sur la réponse. Et nous, les plus vieux, on n'a pas à avoir cette vision, je trouve, disqualifiante parfois, de dire comment ça, il a ses bac plus 3, ou il a un métier dans les mains, et il fait autre chose. Quel gaspillage d'argent, alors qu'on a payé une formation. Alors qu'on n'arrive pas à se dire, mais non, il valorise, il expérimente, il fait sa vie de citoyen. Et je trouve que peut-être pas en structuration, mais de former les adultes à ça, et de donner les moyens de faciliter ceci. Parce que qu'est-ce que ça enrichit d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et puis après, peut-être de refaire autre chose ou d'investir autrement. Je veux dire, on a tellement peur qu'ils partent, mais souvent, quand on a donné les moyens à des jeunes de partir, ils s'en rappellent vraiment d'avoir envie d'aller quelque part, ici ou ailleurs. On a vraiment à réfléchir à ça, en tout cas. Et changer notre point de vue. Je crois que le schéma, je me permets, hein. Je crois que le schéma que nous avions, c'est-à-dire les études financées, supérieures ou non, avec un métier au bout, et puis ensuite on partait au service militaire, et puis voilà. Il y avait un chemin qui a été assez tracé, et là, actuellement, ce n'est plus ça. Je regarde ce qui est écrit dans les petites pancartes qui ont été réalisées hier. C'est ça, en fait. Il y a tellement de pression scolaire. Ça a été redit hier soir. Il y a de la pression scolaire qui fait que le jeune ne sait pas forcément vers quoi s'orienter. Et pour cause. On n'a plus de carrière linéaire tracée. La fonction publique ne fait plus rêver. C'est plus quelque chose, c'est plus la panacée que de rentrer dans des grandes écoles, ça n'est plus du tout ça. Il y a un changement de paradigme qui est quand même assez fort. C'est pour ça qu'on préconise d'avoir une année à la fin des études, ou entre deux en tout cas, où on peut se poser, essayer de faire autre chose, et puis d'obtenir un emploi par la suite qui permette ce que vous demandez, du bien-être et une source d'épanouissement. Et pas forcément, parce que la fonction travail est très importante, hein, c'était la valeur travail, c'est vraiment la valeur principale qui nous a été exprimée sur le terrain, quand on est allé à la rencontre des jeunes. Et donc, mais pas n'importe quel travail et pas n'importe comment. Donc cette année, en tout cas un peu, non pas sabbatique, parce que souvent on parle de ça, hein, d'une année sabbatique après les études, c'est pas une année sabbatique en fait, c'est une année où on se pose, où on réfléchit, on peut faire d'autres choses, à condition que ce soit pris en compte par notre société, pas comme une année de fainéantise, mais bien une année d'engagement et de recherche. Et ça, c'est ce que nous on préconise. Et pour répondre à la question sur est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça existe? Alors, on va dire oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, par exemple, de faire un service civique, de faire un corps européen de solidarité, etc. Est-ce que c'est forcément toujours bien vu? Pas forcément. Mais pour que ça devienne réellement possible et un peu plus structuré, il faut que ça devienne une politique publique. Et je pense que c'est aussi ça le sens des préconisations, c'est de faire en sorte que ça devienne une politique publique. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois qu'on peut dire aussi dans le monde, tout jeune à partir de 16 ans, je parle sous le contrôle d'Alexandre, peut monter aussi une junior association. 11 ans. 11 ans 11 ans, tu vois, oui. 11 ans, et même maintenant, depuis une réglementation européenne récente, on peut être dès 16 ans dans une association et être président d'association. Et évidemment, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc je pense que là, moi je plaide aussi beaucoup pour qu'il y ait un double mouvement par rapport à ce qu'on disait, qui va démarrer, mais c'est à la fois des jeunes et à la fois des adultes qui vont accompagner. Donc il faut à la fois que ça puisse être financé, et c'est là que les politiques publiques vont peut-être arriver, parce que les adultes vont pas forcément pouvoir faire ça bénévolement tout le temps, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un double mouvement, je pense. Il faut que ça remue des deux côtés, quoi. Alors effectivement, sur les juniors associations, pour avoir suivi un petit peu ça dans le monde associatif, c'est pas toujours bien vu ni par un maire, ni par un banquier, parce qu'en fait, un jeune dans une association a le droit d'avoir un compte bancaire, et s'il vient tout seul, on va lui dire « mais t'as pas le droit ». Eh ben si, il a le droit. Et en fait, ça, on le sait pas assez, enfin, des choses comme ça. Et ça peut se multiplier, ça. Mais je suis d'accord qu'il y a plein de choses qui existent, qu'on ne sait pas assez et dont, je vais dire, les jeunes et les adultes ne s'emparent pas assez aussi, quoi.
Mais il y a un vrai sujet là dans tout ce qu'on parle. On n'arrête pas en fait d'opposer les jeunes et les adultes. Finalement, enfin, on est tous des humains avec des niveaux d'âge différents et on est arrivé à un tel niveau de saucissonnage de la population qu'effectivement on a créé de tels fossés qu'on a l'impression d'être des personnes venant de pays différents, parlant des langues différentes, de plus se comprendre. Euh, donc, des structures, et je pense que si on oriente la réflexion dans le cadre d'une structure, on se plante on se plante de discours et on se plante de combat parce qu'on parle d'une forme. En fait, aujourd'hui, le vrai fossé, il est dans un problème de posture. Il est dans un problème de posture, notamment de l'adulte aujourd'hui, de l'adulte qui manque d'humilité face à cette nouvelle génération, à cette jeunesse que vous êtes, qui hérite d'un monde dont on sait aujourd'hui qu'il est totalement incertain. Donc effectivement, on parlait du plan de vie. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère qui est née en 29. Tu vas passer ton bac, faire des études, te marier, acheter ta maison, avoir ta barrière blanche. Alors, j'ai oublié les enfants dans un coin et puis le chien. Mais il y avait vraiment, et pour elle, c'était ça. C'était vraiment le but d'une vie. Aujourd'hui, on sait que de toute façon, cet horizon, il n'existe pas puisqu'on ne sait absolument pas à quoi va ressembler le monde de demain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne ressemblera pas à ce qu'il existe aujourd'hui. Et je ne parle pas en termes d'Internet, de voitures ou autres. On parle de choses beaucoup plus profondes, qui vont remettre en cause toute notre société. Et aujourd'hui, effectivement, les adultes d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, n'ont pas connu ce monde-là, ont été élevés dans une autre réalité. Et c'est tout un processus aussi de prendre conscience de ce à quoi ressemble le monde aujourd'hui, de ce à quoi il va ressembler demain, et qu'effectivement, les modèles avec lesquels nous avons pu grandir ne représentent absolument plus rien dans votre réalité à vous. Et donc, pour moi, il y a vraiment ça. Quand on parlait tout à l'heure de la communication pour les jeunes, avec les jeunes, ouais, il y a vraiment nous qui ne vivrons pas nos plus belles années dans ce monde qui arrive. On a besoin de reconnaître qu'en fait, c'est pas à nous de trouver les solutions parce que c'est pas nous qui allons vivre dedans. C'est pas nous qui assumerons la responsabilité de ce qui va arriver. Et ensuite, voilà, comment on peut faire pour créer des lieux où aussi on arrête de faire. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. Comment on revient des humains entre humains. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de règle parfaite. L'exemple qu'on arrive à faire à la parenthèse verte, on est sur un tout petit territoire, on n'a pas vocation à ce que ce soit quelque chose qui soit duplicable, parce que c'est forcément quelque chose qui est unique puisqu'il dépend que des humains qui la composent. Le modèle, il est pas, il peut pas être on peut pas faire le mettre à l'échelle comme on appelle aujourd'hui, le faire passer d'échelle. Voilà, c'est chacun doit faire sa part et trouver comment créer ça, le rendre réel sur son territoire, à son échelle, sans avoir la prétention de se dire que ça va être valable autre part. Aller s'inspirer. Alors, effectivement, il y a les services civiques, il y a le fait aussi qu'on puisse aller à l'étranger. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de lieux qui sont ouverts, où on peut... Voilà, ces années un peu... itinérante, où on passe de lieu en lieu, on pose ses valises dans un endroit, on aide, on découvre. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour découvrir d'autres cultures. Je suis sûre que vous faites juste un périple dans différents villages de Normandie. Vous allez réussir à avoir une diversité de populations, de relations qui va être suffisamment inspirante. Et ensuite, voilà, trouver aussi qu'est-ce qui vous correspond. Et ça, vous ne pouvez pas faire l'économie de l'expérience, d'aller à la découverte, de vivre des choses et pas simplement de le lire. Juste, je vais prendre une dernière question et j'enchaîne après sur d'autres questions pour vous. Oui. Alors, pour terminer avec le canard. Ah ok, d'accord. Donc là, vous parliez tout à l'heure des jeunes perdus après les études.
Et moi, de mon expérience que j'ai eue avec la fin du collège et lycée où j'étais en professionnel, où là j'étais bien suivi, je trouve, c'est que les écoles aujourd'hui ne cherchent pas à guider. Je me souviens parce que j'avais un ami qui était en professionnel, en général, je veux dire, et même moi en fin collège, où on ne cherchait pas à nous guider en fait. On nous disait, on voulait nous caser dans les choses que eux considéraient comme bonnes à leurs yeux. C'est-à-dire que j'ai eu des gens quand en classe, on va pas, avec tout le respect que j'ai pour aujourd'hui, qui n'étaient pas vraiment ceux qui bossaient le plus, on les envoyait là où il y avait personne en fait. Dans tous les domaines professionnels, ELEC, etc., où en fait personne ne venait dedans parce que les réputations étaient mauvaises, parce que c'était surnommé comme étant les bouches à, les bouches-trous de ceux que tu savais pas caser quoi. Et en général, mon pote me parlait quand il a fini le lycée, qu'on les envoyait à la fac, ça les gênait pas en fait, parce qu'on leur disait juste trouver quelque chose à faire les études sup, mais personne cherchait à te guider. Les gens cherchaient juste en fait à te caser dans ce qu'il faut, parce qu'il faut te caser quelque part. Et après, c'est démerde-toi en fait. Et c'est là où je trouve qu'en fait c'est normal qu'il y ait perdu, parce qu'avant, on te disait une ligne directrice, on te disait tu rentres là-dedans pour finir comme ça. Aujourd'hui, on te fait tu vas aller là-dedans parce que c'est bien là-dedans, ou là-dedans parce qu'il y a moins de monde. Et puis quand tu pars, on fait ça te plaisait pas au final. C'est ça que je pense que avant même de penser au fait pourquoi les jeunes sont perdus, il faudrait peut-être comprendre que déjà il faudrait peut-être un peu les guider. Je trouvais pas juste les considérer comme des choses qu'on range dans des cas. Peut-être que ça a changé en plusieurs années. Mais je pense qu'il serait bien aussi de revoir de redescendre la vue envers les personnes directement et pas juste envers les statistiques en fait. Alors, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, pardon, je me permets. En fait, on s'est aperçu nous que ceux qui accompagnent, qui font partie de l'orientation et de l'accompagnement, doivent être beaucoup plus nombreux. Il y a de moins en moins aussi d'accompagnants et ne serait-ce que dans les lycées, et puis beaucoup plus formés. Mais là aussi, ça participe à tous les dispositifs qui existent et qui sont difficiles pour eux de connaître dans leur entièreté, tellement ils sont nombreux. Et puis, ce qui nous a été dit quand même, c'est un besoin d'accompagnement personnalisé. C'est tout à fait ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que le jeune ne veut plus être vu en tant que... il faut remplir les cases d'une école ou d'un parcours, mais être vu dans sa globalité. Et ça, on le dit et on le réécrit dans le rapport. C'est que le jeune doit être vu dans sa globalité, de par son environnement, il ne veut plus être vu comme quelqu'un qui doit rentrer dans telle case. C'est dans un accompagnement beaucoup plus global. Ça, c'est... Et je dirais même pour accompagner peut-être passionné, même parce que je l'ai vu en professionnel quand j'étais accompagné de personnes qui aimaient ce qu'ils faisaient. On sent la différence, on se sent déjà beaucoup plus accompagné, on sent des gens qui sont beaucoup plus investis dans ce qu'ils font. Et même en termes de relation avec les gens, tu te sens déjà beaucoup plus aidé, tu as beaucoup plus envie de venir auprès des gens parce que tu sens qu'ils sont là pour t'aider, qu'ils ne sont pas juste là parce que, avec le respect que j'ai quand même aujourd'hui, mais tu n'as pas l'impression qu'ils sont juste là parce qu'on les a mis là en fait, et qu'ils sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent t'aider en fait. Ouais, et à ce sujet, on remet en cause Parcoursup parce qu'on s'aperçoit que ça casse des carrières, que ça casse des envies, et que c'est un outil qu'il faut absolument revoir parce que il doit y avoir un algorithme derrière qui fait que ça correspond pas. Enfin, la sortie d'ailleurs c'est ce soir les résultats. Oui, ça correspond pas forcément et loin de là aux souhaits que les jeunes ont exprimés. Donc c'est quand même assez problématique. Ah, je voudrais juste te dire, je suis pas sûre d'être d'accord en fait avec le fait que on avait plus de liberté, qu'on était moins guidé, qu'on était plus guidé avant ou qu'on avait plus de liberté. J'ai l'impression que c'est le contraire. Que vraiment la variable qui a changé, c'est aujourd'hui il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus de sens à aller faire quelque chose. Avant, nous, on avait de la vision. Effectivement, quand on s'engageait dans une direction, il y avait une capacité à se projeter dans le temps qui donnait du sens, peut-être à une étape intermédiaire qui n'en avait un peu moins. Mais on savait vers quoi on tendait. Aujourd'hui, c'est finalement la formation devient la finalité en tant que telle, et ça peut pas être, ça manque de sens. Donc j'ai l'impression au contraire qu'aujourd'hui vous avez beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de facilité de sortir d'un schéma familial, de sortir d'une voie un peu toute tracée. Il y a beaucoup plus d'autorisation à expérimenter, à oser des choses que ce que même moi j'ai pu connaître il y a une vingtaine d'années. C'est peut-être
c'est peut-être ce qui inquiète aussi les jeunes, c'est un petit peu le vertige du vide ou le vertige du monde totalement inconnu. On était, enfin, bon, je suis encore même pas d'une même génération que vous, mais c'était tout tracé, comme tu dis, un peu, c'était plutôt tracé, et on était plutôt d'accord globalement avec cette façon-là, ou alors c'était carrément en opposition aux parents, et on voulait partir de la maison, on voulait aller loin, etc., et tracer notre vie. Maintenant, c'est plutôt, mais qu'est-ce qu'un... Enfin, moi, je vois plutôt, du vertige, quoi, l'absence, enfin, ce que vous dites, l'abandon tout à coup des jeunes en disant, bah, tu vas là, puis tu vas, débrouille-toi. Oui, il faut se débrouiller, mais il faut avoir un petit filet, pas un filet de sécurité, mais il faut quand même avoir un petit bordage. Enfin, je pense à des dispositifs, encore une fois, mais le mentorat, ça existe, ça, c'est mis en place, c'est-à-dire avoir un accompagnement, un tuteur, parce que je crois que ce qu'on dit dans le rapport du Césaire, c'est tellement découpé en tranches. Jusqu'à 18 ans, ce que tu dis, au lycée, tu as quelqu'un, puis après, tu tombes dans une autre structure, tu n'as plus personne, il faut que tu changes de personne. Il faudrait qu'il y ait peut-être quelque chose de plus continu, quelqu'un qui te suive justement sur les moments de transition où c'est assez compliqué. Parce qu'à 18 ans, alors les adultes disent qu'il faut aller voter, mais sur le vote, il y a 7 millions de personnes en France qui sont mal inscrites sur les listes électorales, dont plus de 40% des jeunes. Parce qu'ils ne savent pas comment faire, ou c'est compliqué, etc. Mais il faut qu'il y ait des adultes qui soient là, ou des gens qui soient là pour faire ce passage-là, quoi. Et ce passage-là, on le fait pas, on le fait plus, ou on le fait pas, ou on l'a jamais fait, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça manque, ça. C'est plutôt ça que je vois, moi. Juste, on va reprendre les questions sur le plateau et je vous reprendrai après, du coup. Du coup, j'aurais une question pour vous, Madame Kosinski. Si le guichet unique n'est pas la solution, comment améliorer concrètement la prise d'information des jeunes? C'est pas facile. Alors surtout que vous n'auriez pas pu prendre cette question-là pour une personne plus éloignée de ça que moi. Quelle est si le guichet unique n'est pas la solution, concrètement La solution, comment améliorer concrètement la prise d'information des jeunes? En leur donnant, en créant des espaces où justement ils peuvent venir vivre des expériences avec d'autres humains, où on va apprendre suffisamment à se connaître et où on va pouvoir créer de la confiance entre humains, et où à ce moment-là je vais être capable de venir demander de l'aide à quelqu'un que je connais. Parce que on voit bien aussi, savoir demander de l'aide, c'est une posture qui est pas facile. Je suis très vite catégorisée dans l'assisté. Nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle, et on apprend justement aux jeunes au travers d'ateliers que la vulnérabilité, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est du courage, et c'est être en capacité d'aller chercher des ressources, des ressources à l'extérieur de soi. Donc, je pense en aidant, finalement, ça va peut-être pas répondre à votre question, parce que c'est pas très concret, mais peut-être en aidant les jeunes à se connaître suffisamment, à comprendre leurs émotions, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent à l'intérieur d'eux, que c'est pas parce qu'ils ont peur, comment est-ce qu'ils gèrent toutes ces émotions qui sont difficiles, ces sentiments de honte, de pas être assez, d'avoir peur d'être ridicule, de vraiment casser toutes ces croyances, de construire une estime de soi solide qui va faire qu'en fait, on va renverser la vapeur. On aura des jeunes qui vont se sentir en capacité de venir chercher l'information, d'aller poser des questions sans avoir peur d'être peut-être renvoyés chez eux en disant voilà. Donc c'est pas très concret, ou en tout cas c'est pas une solution, c'est pas un outil. Mais nous, c'est aujourd'hui ce qu'on voit qui aujourd'hui fait la différence. Si j'ai une personne qui sait de venir demander de l'aide, c'est une personne qui va savoir aller chercher les ressources dont elle a besoin. Et si on crée ça, on crée des personnes qui deviennent autonomes. D'accord. Que pensez-vous? Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de le guichet unique, une fausse bonne idée?
En fait, on s'aperçoit que j'ai parlé tout à l'heure de ce millefeuille administratif, et que quand un jeune, un humain, j'aime beaucoup, souhaite se renseigner sur quelque chose, il y a la difficulté de l'âge. On l'a dit, 16 ans, 18 ans, voilà, il y a des étapes comme ça, à partir du on rentre plus dans ce système-là, mais dans un autre, c'est compliqué. Il y a des aides, et j'en ai parlé hier soir avec une jeune femme, sur notamment les transports. Les transports scolaires dépendent de telle entité. Et puis les transports, le bus dépend d'une autre entité. Donc y compris pour la professionnelle qu'elle était, disait que c'était difficile. Alors imaginez pour quelqu'un qui est en besoin. Et puis on a des aides de niveaux différents. L'État, les régions, les communautés de communes, les départements. Tout ça fait qu'on est quand même dans un imbroglio assez compliqué pour que la bonne information, on puisse trouver la bonne information à la réponse posée, même si elle est toute simple. Et donc, tout le monde veut avoir ce guichet unique. C'est-à-dire que moi, j'ai mon guichet unique logement, moi, j'ai mon guichet unique. Et en fait, on a plein de guichets uniques. On s'est inspiré dans nos réflexions de ce qui est fait en Bretagne, puisqu'on a auditionné la région Bretagne-Pays de Loire, sur le fait qu'ils aient une plateforme qui, elle, est unique, mise en place par la région, où effectivement, on a des items et quand on va les chercher, on peut avoir, indépendamment de l'entité qui l'amène, des informations qui sont un peu plus concrètes. Parce que ces difficultés sont rencontrées par les jeunes pour y avoir accès, mais aussi par les accompagnants de ces jeunes qui ne s'y retrouvent pas dans tous ces millefeuilles qui soient étagés comme ça ou de cette façon. D'accord. Il y a le travail sur le guichet unique. Il y a à la fois le guichet unique physique, qui pourrait exister, et puis il y a aussi les plateformes, les guichets virtuels. Et en fait, ça peut montrer énormément de droits ou de dispositifs, après qui peuvent se noyer. Et puis en fait, en creusant un peu, on s'aperçoit que si on est bénéficiaire de ce dispositif-là, du coup, on ne peut pas bénéficier de ce dispositif-là parce que les deux marchent pas ensemble, et parce qu'en fait, c'est le même organisme qui fait ça et que du coup, il veut pas financer deux fois. Et puis que voilà. Et en fait, c'est tous ces circuits-là qui complexifient, à la fois pour les individus, jeunes ou moins jeunes, l'âge n'a aucun rapport avec ça, et puis pour ceux qui pourraient conseiller là-dessus. Donc, à travers une réflexion sur le guichet unique ou comment ces dispositifs ou aides peuvent être présentés aux individus, c'est déjà un travail interne que chacun, à chaque niveau, les communes, les CCAS, les départements, devraient faire pour savoir comment toutes ces aides-là déjà s'articulent entre elles. Comment, si la région débloque une aide par rapport à une situation je sais pas, de mobilité ou de subsistance, j'ai besoin de nourrir ou de me déplacer, est-ce que l'individu aura droit aussi à une aide de la CAF en complément et une aide de la région en complément, etc. Parce que des fois, en fait, il y a des enjeux de politique qui fait que si la région fait, moi je fais pas. Et ça, il y a des choses en fait qui sont pas forcément entendables vis-à-vis des citoyens qui, eux, juste ont besoin d'aide. D'accord. C'est aussi pour ça que dans le rapport du Césaire, et moi j'aimerais bien demander aux jeunes qui sont là ce qu'ils en pensent, on a défendu l'idée d'un revenu universel d'émancipation où on pourrait remplacer toutes les aides par ce revenu, je vais dire automatique, pour tous les jeunes, sur telle durée, avec des conditions raisonnables et acceptables pour la société. J'entends bien que financièrement, ça peut être compliqué, parce qu'actuellement, il y a 30% des jeunes qui ne recourent pas aux aides. Donc c'est beaucoup quand même, 30%. Et je ne sais pas si les jeunes, Johan ou d'autres, peuvent répondre. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose d'avoir un revenu pour une durée limitée? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, non ou rien du tout? Je ne sais pas si on peut leur poser la question.
Alors je vais répondre en premier, je passerai la parole à mes camarades. Je trouve que c'est une bonne idée déjà parce que ça... Alors, on a quand même un frein dans l'expérimentation. Vous avez tous parlé d'expérimentation de la vie. Faut pas croire que ça se fait sans moyens financiers derrière. Et comme tous, on n'a quasiment aucune expérience de travail ou pas forcément des parents qui peuvent nous aider derrière. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Aussi parce que ça permet de responsabiliser sur ce qui est la gestion d'un budget. Ce qu'on n'a pas non plus forcément, puisque les parents n'ont pas forcément enseigné ça. Aujourd'hui, on ne fait plus ça non plus à l'école. On n'a pas de formation à la gestion d'un budget. On n'apprend même pas à faire ses impôts. Donc, la déclaration d'impôt, on se retrouve, voilà, hop, faut que vous la fassiez. Je ne sais pas comment on l'a fait. Donc, ça, c'est pareil. Donc oui, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet de... C'est un filet de sécurité pour la transition du jeune à la vie adulte. Je pense que c'est une très très bonne idée. Ouais. De mon point de vue, je dirais ça dépend comment les choses sont faites autour. Si on éduque les jeunes à comprendre de l'intérêt qu'a ce financement, oui, ça sera utile. Si ça continue comme les choses actuelles et qu'on leur explique pas l'intérêt, qu'on leur montre pas l'intérêt aussi que ça donne, ça sera une mauvaise idée parce qu'ils vont pas le comprendre. Ça va pas mener au bout de ce que ça va mener et en général je le sais d'expérience, on lit tous comme ça, ils l'utiliseront pour autre chose que vraiment ce qui est censé être le but initial. Après c'est normal, on ne demande pas. Je sais que par exemple l'accompagnement que fait la mission locale avec le SEJ, l'argent qu'ils apportent, c'est pas uniquement réservé et ça, c'est pour qu'on en profite aussi un peu. Mais si on leur montre pas aussi pourquoi l'utiliser correctement, ils vont pas l'utiliser comme il faut et ça va rien apporter en fait. Je pense que ça dépend comment c'est fait autour. Si c'est juste uniquement un financement, sans avoir d'aide, d'explication ou de guide, ça sert à rien. S'il y a vraiment une structure autour, pas forcément une structure, mais une explication, quelque chose de concret qui montre l'intérêt et les possibilités que tu peux en faire, je pense que ça aura une utilité. Si je peux réagir, du coup, ça me paraît important dans cette idée-là, qui est aussi un accompagnement des adultes autour, qui peuvent être les parents ou autres. Et je crois que c'est extrêmement important parce que pour éviter qu'il y ait parfois une incompréhension ou des propos maladroits qui ne se voudraient pas blessants mais qui pourraient être blessants, de bien comprendre quel est le sens et l'objectif dans l'autonomisation. Parce que vous avez dit quelque chose d'important, monsieur, d'en faire aussi ce que vous voulez pour le plaisir, heureusement. Je veux dire, heureusement qu'il y a aussi pour se faire plaisir, pour sortir, pour faire des choses sympas, agréables, pas que des choses sérieuses. Quand je dis sérieuses, manger, dormir, quoi. Et là, c'est important aussi parce que c'est pas l'argent pour Walou, faites ce que vous voulez, vous dilapidez l'argent public. Je veux dire, si c'est pas accompagné auprès des adultes, c'est un des risques et c'est encore pire parce que là, ça va creuser, comme vous le disiez, encore une vision adulte qui sait poser raisonnable les jeunes. Alors que c'est absolument pas l'objectif, c'est même l'inverse. Donc il faut aussi former et accompagner les adultes. Dans le rapport, c'était marqué aussi que les parents apprennent un peu à lâcher prise. Voilà, de laisser l'autonomie, de lâcher prise. Alors, les parents trop présents, pas assez, c'est pas simple, hein. Mais c'est important. Sinon, ça risque d'être faire l'effet inverse que ce qui est voulu. Ce serait fortement dommage sur cette idée qui, en effet, peut aider à autonomiser, à responsabiliser, mais sans faire peur non plus. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tout le monde a dit. Il faudrait vraiment éduquer les jeunes sur ça parce que je pense qu'il y a certains jeunes qui le prendront pour autre chose que ce qui va être pour ça. Et voilà. Est-ce que vous avez une réponse à rajouter ou pas du tout? Du coup, j'ai une question pour vous trois, dans le général. Est-ce qu'une communication par les jeunes, pour les jeunes, est suffisante pour apporter des réponses sur mesure? Sinon, concrètement, comment apporter des réponses sur mesure? Alors, j'ai le micro à la bouche, donc je vais reprendre la parole. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Pour moi,
non, pas forcément, c'est pas forcément suffisant. Et effectivement, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut impérativement, pour apporter des réponses individuelles, il faut des ressources humaines individuelles. C'est-à-dire, il faut absolument des personnes qui puissent aussi accompagner ces jeunes individuellement. Et que ces personnes, surtout, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, surtout. Je ne peux pas être spécialiste de la mobilité et spécialiste de l'orientation, de la formation, de l'emploi C'est compliqué le travail que font les conseillers missions locales, par exemple, où on parle évidemment de mobilité, mais également de formation, d'insertion, etc. Ils ont une carte mentale en tête qui doit être folle, mais évidemment, ils doivent s'appuyer sur d'autres personnes, des personnes ressources, des personnes qui sont un petit peu plus spécialisées. Et donc, il faut impérativement qu'il y ait des personnes qui puissent accompagner les jeunes et puis aussi orienter les jeunes vers des personnes qui pourraient avoir une réponse un peu plus précise, un peu plus spécialisée. Donc, ça nécessite, un, qu'il y ait plus de personnes qui accompagnent, et deux, que ces personnes se connaissent entre elles. D'accord. Je répondrai oui et non. Mais parce qu'en fait, ça va dépendre de chaque individu. L'utopie aussi de se dire que tout le monde a envie d'être autonome, pleinement responsable de sa vie, c'est aussi mettre une injonction qu'on a décidée pour d'autres. Donc vraiment être là, de se dire, selon la personne que j'ai en face de moi, que j'accompagne, que je côtoie, qui fait partie de ma famille, de mon cercle de personnel ou autre, qu'est-ce qu'elle, quand je l'écoute, qu'est-ce qu'elle demande en fait? Est-ce qu'elle me demande de la soutenir parce qu'elle a des rêves complètement fous et elle n'a pas envie que justement je lui brise ses ailes et que elle va être capable de casser justement ses codes, de proposer d'autres choses à la société parce que elle va s'autoriser beaucoup de choses. Dans ce cas-là, je vais avoir une posture bien particulière. Est-ce que je vais avoir une personne qui va plus me demander qu'effectivement je la prenne par la main, qui va avoir des ressources peut-être intérieures aussi plus limitées. Voilà, prendre vraiment d'adapter une communication de façon équitable et en fonction des personnes qui veulent communiquer ou qui communiquent avec moi. Donc, la réponse unique, en fait, c'est un leurre. Il n'y a pas de réponse magique, les jeunes pour les jeunes. Ça ne peut pas être une seule réponse. Ça va être forcément des sensibilités différentes, des axes différents, des chemins différents qui vont faire que ça va parler aux différentes typologies d'individus et chacun va pouvoir y trouver ce qui va lui correspondre et le mode de communication qui va vraiment lui parler, qui va lui permettre de comprendre ce qu'on lui dit. Donc ça rend forcément la chose pas complexe, mais plurielle. D'accord. Et si je peux rajouter dans le sur-mesure, on voit aussi le côté individuel, mais dans le contact direct, c'est important. Et à l'inverse, de ne pas oublier le groupe, de faire des choses en groupe, d'apprendre à faire en groupe, en équipe. Et ça s'expérimente aussi. Comme on disait, pour revenir au blabla de tout à l'heure, à un moment donné, il faut décider et se mettre d'accord. Exercice compliqué, mais il faut aussi s'y aguerrir. Donc autant que l'accompagnement individuel, moi je suis convaincue que c'est important pour avoir une réponse adaptée à chacun, pour respecter les désirs de chacun, mais de permettre vraiment d'expérimenter le groupe en tant que tel, encadré, accompagné, avec des personnes formées. Et ça, c'est pas rien. Et je trouve qu'actuellement, il y en a un petit peu moins. Il y a un petit peu moins qu'avant. Or, c'est aussi ça la base de la communication et du vivre ensemble. D'accord. Que pensez-vous de cela ? Le ressenti lors des auditions et des rencontres dans les missions locales avec les jeunes et les auditions qu'on a pu faire tout court, tout simplement, fait qu'on ressent effectivement un besoin d'accompagnement personnalisé. Ça, c'est vraiment ce qui est... et qu'on s'intéresse à eux. C'est-à-dire que les jeunes étaient étonnés qu'on puisse s'intéresser à eux. Et rien que ça, je trouve que c'est un pas énorme. Que la société... C'est-à-dire, on est des représentants de la société, hein, que la société puisse s'intéresser
à cette frange de la population de la population française. Ça, c'était important. Et je vais lire juste là, ne pas être résumé à des notes, mais comme des personnes à part entière. Alice, 17 ans, Saint-Lô. Je trouve que ça résume bien, c'est-à-dire que elle fait partie d'un groupe, puisqu'elle est, j'imagine, au lycée oui, au lycée. Elle a besoin non pas d'être reconnue comme quelqu'un qui attend et puis qui a progressé dans telle matière, etc., mais être reconnue en tant que personne, en tant qu'humain. Et c'est ça qui doit nous conduire. Et c'est ça qui nous est dit. C'est ne nous considérez pas à part comme des gens qui seraient en dehors de la société. On est entier, on fait partie de la société. Donc juste écoutez-nous, hein, c'est ce qu'on peut lire quand même sur les différents panneaux. Et c'est ce qui résume aussi les auditions qu'on a menées. D'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Du coup, je vais reprendre 2-3 questions du public si vous avez. Okay. Bon. Si t'en as une, ça va. Le constat que vous faites, du coup, c'est surtout un problème de communication intergénérationnelle. Du coup, alors, j'avais une question, c'est tous là, je pense que les 5 qu'on est là, toi aussi, et les autres qui sont derrière que vous ne voyez pas, on veut faire des choses, mais actuellement, on est dans des... Il y a des politiques publiques, et il y a aussi les aînés de manière générale qui ne nous donnent pas cette chance d'être à la fois nous-mêmes et à la fois membres d'un groupe qui décide pour qui se rassemble pour faire avancer les choses. Donc oui, on donne de notre personne, on est là aujourd'hui pour ça. Et à qui on doit s'adresser pour qu'on nous laisse nous faire notre place et acquérir la légitimité qu'on peut avoir à décider de notre avenir. Parce qu'on a beau interpeller les députés, ça va aussi pour par exemple le personnel d'établissement scolaire ou le président de la République, ça ne donne rien. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Si vous essayez de répondre assez rapidement du coup. Parce que on doit rendre après. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, honnêtement, on devrait faire beaucoup. Mais très rapidement, c'est un travail... En fait, il y a une loi qui est passée. Je vais être très court parce qu'il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi égalité et citoyenneté depuis 2017 qui dit que tous les niveaux de collectivité, l'État, les régions, les départements, les communes, les comités de communes doivent instaurer un dialogue avec les jeunes. D'accord ? C'est une loi qui est passée, qui vient d'une directive européenne, mais en l'occurrence la loi elle est française. 2017, c'était pas hier, c'était il y a 6 ans. Okay, mais on sait ce que c'est. Des fois, les lois, pour qu'elles s'appliquent réellement, ça prend plus ou moins de temps. Ce portage du dialogue avec les jeunes, il doit être mené au niveau régional, principalement. D'accord, évidemment au niveau national aussi, mais il doit être organisé au niveau régional. Dans des régions, il y a des initiatives qui sont menées. En Normandie, il y en a aussi, mais c'est peut-être moins visible. En Normandie. C'est un euphémisme, on appelle ça. C'est pas visible, on n'est pas au courant, nous, en tout cas. Hein, voilà. Donc, mais il y en a. C'est le CRJ. C'est le Conseil régional des jeunes. Voilà. La région dit, moi je fais du dialogue avec les jeunes parce que j'ai mis en place un Conseil régional des jeunes où il y a 40 jeunes, je crois que c'est actuellement. Oui, Là, et ils ont lancé un appel à candidature, c'est en train de se faire à tous les jeunes de la Normandie. Je ne sais pas par quel biais ils le font, je vois votre tête, donc j'imagine que vous n'êtes pas au courant. Alors, je suis assez intéressée sur ces questions-là, je n'en ai pas du tout entendu parler. Et c'est la troisième, ça va être la troisième mandature, c'est pour 2 ans, quand on est retenu, parce qu'il y a des catégories, mais c'est des catégories pour que tous les départements soient représentés, tous les types de jeunes, etc. Donc c'est le mode d'accès est très, très démocratique, on va dire, de ce point de vue-là.
Et c'est la troisième là, ça va être la troisième année qui va venir. Donc vous pouvez vous postuler pour ça. Vous n'êtes pas sûr d'être prise, mais vous pouvez postuler. C'est ce que dit la région. Mais pour nous, Césaire, et on l'a déjà dit, d'ailleurs samedi matin, on va à Lisieux, les trois mêmes, Catherine qui est là-bas, et Jocelyne et moi, on va à Lisieux rencontrer le Conseil régional des jeunes. Parce qu'on veut qu'il y ait plus de liens, et on voudrait que le Conseil régional des jeunes ait plus d'importance, soit plus développé dans le sens de ce que vous dites. Mais vous voyez, cette information-là, elle n'est pas connue. Moi, quand j'ai fait des interviews de jeunes ils étaient très intéressés par toutes ces choses-là, ils n'en avaient jamais entendu parler. Or, je crois que ça passe, alors je vais dire un gros mot, par les ENT, les espaces numériques de travail dans les lycées, ça passe par les mails, mais on a beau leur dire que les jeunes ne lisaient pas leurs mails, ce n'est pas la peine, donc on ne sait pas par où ça passe. Et voilà, donc... Et puis, donc de toute façon, la réponse aujourd'hui en Normandie, en région Normandie, c'est celle-là. C'est celle-là. Évidemment, c'est pas une réponse exhaustive parce que du coup, c'est 30 ou 40 jeunes. Alors même si ces jeunes-là, on les connaît, enfin, on a l'occasion d'en côtoyer, ils vont vers d'autres jeunes, enfin, dans un dialogue. Mais aujourd'hui, c'est comment n'importe quel jeune, vous... et même je dirais moi je suis plus jeune, je sais bien, j'en ai pris conscience, moi comment je peux interpeller, oui merci alors j'ai fait passer un cap, comment moi je peux aussi interpeller le Conseil régional des jeunes, et donc il y a aussi une histoire de relation avec les élus quel que soit l'âge. Or la loi déjà a fixé une obligation d'un dialogue structuré avec les jeunes, mais ça on parlait des collectivités, régions, départements, etc. Oui, je dirais, peut-être, moi je travaille pour une association qui s'appelle la Ligue de l'enseignement, et qui se pose tous les jours cette question, comment, dans une vieille association comme la Ligue de l'enseignement, on permet à des jeunes aussi, c'est une très vieille asso, la Ligue de l'enseignement, c'est plus de 150 ans, avec une histoire, avec des personnes qui sont là depuis très longtemps aussi, comment intégrer aussi cette parole des jeunes qui s'engagent à la Ligue de l'enseignement, qui sont présents à la Ligue de l'enseignement, dans un dialogue. Enfin, comment les faire participer. C'est une réflexion que l'on a, mais qui avance. Mais c'est une réflexion que les collectivités doivent avoir, les associations doivent avoir, et d'autres cadres, quoi. Je suis désolé. Juste une chose, c'est juste parce que depuis tout à l'heure, on parle de la politique dans le sens où je fais de la politique en m'investissant dans les instances politiques. Faire de la politique, ça ne passe pas que par les instances politiques. Faire de la politique, c'est aussi agir sur le terrain, oser faire des choses, bouger les lignes et prouver qu'autre chose est possible, par l'exemple. Et parce que si vous n'arrivez pas à vous faire entendre par le dialogue ou en demandant poliment, commencez à faire. Arrêtez d'attendre l'autorisation. Montrez à ceux qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de comprendre ou de voir qu'autre chose est possible, de montrer qu'en fait ça existe déjà parce que vous le faites. Et à ce moment-là, vous serez peut-être entendu ou pas, mais ça aussi c'est de la politique. Ça peut se faire à plusieurs étages, ça peut se faire de plusieurs façons. Et surtout, j'essaye un côté, ça marche tant mieux, ça marche pas, prenez la petite porte de l'arrière de la maison et puis finissez par essayer de passer par le Velux du grenier, mais tentez des choses et trouvez la façon d'avoir du pouvoir sur votre vie, sur votre territoire. Et là, vous verrez qu'en fait, d'un seul coup, se faire entendre quand on a quelque chose à montrer, et ça je vous le parle quand même d'expérience parce que c'est très récent, où on me prend plus pour la gentille illuminée qui veut vivre avec ses animaux dans la ferme. Aujourd'hui, j'entends plus du tout ça, mais quand j'ai commencé le projet, il n'y a personne qui me prenait au sérieux. Il n'y a personne qui a cru qu'on pouvait monter ça en pleine ruralité. 2 ans plus tard, ça existe, c'est solide et c'est reconnu. Donc, si ça fait sens pour vous, testez et vous verrez bien. Du coup, on va arrêter le live ici, après tous ces échanges. Merci d'être venus à vous tous et toutes. Et on se dit à demain pour continuer cette aventure. Au revoir.